Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Moi, ma première question portera sur la mutualisation des forces de police. J'aimerais, on a tous connaissance de la DEA aux États-Unis, de son impact tant pour l'enquête que pour la réaction. Est-ce qu'au niveau d'Europol, quelle est votre vision justement sur le côté organisation? Est-ce que Europol est directement implanté en Amérique latine? Comment est-ce que ça fonctionne? Lors de nos premières auditions, on a observé des fonctionnements différents au sein de l'Union européenne. On a vu à Amsterdam qu'il y avait dans l'aéroport des structures pour, lorsqu'on arrêtait les gens, d'après ce qu'on nous a expliqué, avec des structures éventuellement d'incarcération, des contrôles en amont pour savoir si une personne avait ingéré de la drogue, alors que nous, on n'avait pas la possibilité de le faire à grande échelle. Est-ce que, au niveau européen, il y a une forme d'organisation, de réflexion organisée qui se pose dans ce domaine? Ensuite, pour le blanchiment, il y a quand même un sujet qui est souvent revenu pour moi dans les discussions que j'ai pu avoir avec les forces de police, c'est la question des casinos. Vous n'avez pas mentionné ce sujet. Or, on voit certains pays, certaines localisations qui utilisent beaucoup ces casinos, qui se positionnent dans les ports, les lieux justement, les points de hub, de transport. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Ma troisième question traite aussi à une partie dont vous n'avez pas parlé, qui est en Asie, qui est un peu ce que certains appelaient le triangle d'or, Laos, Thaïlande, Birmanie. On voit que, par exemple, à Singapour, on m'a répondu que personne n'était capable de me dire combien d'argent arrivait de Birmanie, de Myanmar. Est-ce que le Myanmar est un sujet aussi pour vous que vous suivez à Europol? Enfin, il y a la question des fonds, des investissements qui proviennent de Chine, de Hong Kong. Euh, pour tous ceux qui sont dans la finance, on me dit que tout ce qui vient de Hong Kong, de Chine, c'est devenu un peu totalement opaque pour le niveau financier. Est-ce qu'une action est envisagée de la part de l'Europe pour justement pouvoir avoir des éléments d'information pour les fonds qui arrivent de Chine? Et puis un dernier point, puisque vous avez très très bien mentionné et décrit un certain nombre de problématiques liées à la compensation. Nous, il y a quelque chose qu'on en observe en Afrique qui se développe, c'est aussi l'approvisionnement d'équipements informatiques, télécoms, qui sont achetés par de la monnaie locale et qui arrivent directement dans des containers qui passent sans déclaration. Et c'est une façon aujourd'hui de compensation. On n'a pas que de l'argent d'un côté et de l'argent de l'autre, c'est parfois aussi des produits et ça rend justement les choses très complexes, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi un sujet, à mon avis, de préoccupation, de triangulation pour le blanchiment. Merci. Oui, merci pour vos questions. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Bon, en termes d'organisation, enfin, le principe de l'Union européenne, c'est que chaque État membre s'organise comme il le souhaite et que Europol est là, en fait, pour faire de la coordination, créer des liens, mais qu'on travaille avec les organisations nationales telles qu'elles sont déterminées par les autorités nationales. Euh, euh, sur les organisations internes aux États membres, je dirais, nous, on ne se prononce pas, mais on travaille avec tous ceux qui sont, je dirais, validés par leur État membre comme étant des interlocuteurs d'Europol. Vis-à-vis de l'extérieur, et c'était une des questions que vous posiez à propos de l'Amérique du Sud, Europol est certainement un point d'entrée. C'est-à-dire que Europol est connu, par exemple, vous évoquiez l'Amérique du Sud, on a développé pas mal d'investigations ces dernières années avec l'Amérique du Sud, on a une très bonne coopération avec le Brésil, on en a une depuis longtemps avec la Colombie, l'Équateur, la Bolivie et le Pérou sont demandeuses de plus de coopération avec Europol et voient Europol comme un possible point d'entrée. Parce que, en fait, et si je prends par exemple l'exemple de la Colombie, on voit qu'en Colombie, il y a des équipes d'enquête, d'enquêteurs qui sont. Il y a une équipe, il y a des équipes françaises, il y a des équipes espagnoles, il y a des équipes néerlandaises,
des équipes nationales. Et donc, qui travaillent en direct. Et puis, il y a Europol qui apparaît à ces pays comme un beau point d'entrée pour rentrer sur le niveau européen, pour qu'on les aide en termes de renseignement, en termes d'analyse criminelle, mais aussi en termes de financement de certaines réunions, etc. Donc, je pense que ce rôle d'Europol, il est de mieux en mieux reconnu au fur et à mesure des investigations qu'on soutient. Il est reconnu non seulement par nos États membres, mais il est reconnu par les États tiers avec lesquels nous travaillons. Et donc, en termes d'organisation, moi, je pense que l'agence à laquelle j'appartiens aujourd'hui a vraiment une plus-value à apporter dans les limites des ressources qui lui sont attribuées, évidemment, mais a une plus-value à apporter et est regardé comme un interlocuteur valable, y compris, par exemple, vous citiez la DEA. Hein. J'ai moi-même été aux États-Unis, rencontré la DEA, l'administratrice de la DEA est venue à Europol. Donc je pense qu'on est reconnu, y compris par le partenaire américain, comme une organisation et un point d'entrée solide pour rentrer sur n'importe quelle problématique en Europe, et on peut faire le relais avec nos États membres, sans s'inscrire d'ailleurs jamais en concurrence des États membres, mais toujours en complément en termes de valeur ajoutée. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, que Europol continue d'ajouter de la valeur à ce que font les États membres et ne se pose pas en concurrent. Euh, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Votre question sur les casinos, on ne suit pas spécifiquement ce domaine-là. On est plus préoccupé par ce qu'on appelle, nous, à vrai dire, des juridictions non coopératives. On sait qu'il y a de l'argent qui va dans certains endroits où il peut être très facilement, sans passer par le casino, blanchi et réinvesti en termes d'immobilier, en termes de services divers et variés ou dépensés sur place, etc. Et c'est plus ça nos préoccupations. Je dirais que le contrôle des casinos, même si le blanchiment que vous évoquez, il existe. Et dans un peu le partage des tâches, c'est plutôt aux États membres pour nous de contrôler ça. Et nous, on n'a pas tellement une vision là-dessus. Sur votre question sur l'Asie, la Birmanie, etc., on a assez peu jusqu'à présent de relations en Asie dans ce domaine-là. Il faut bien voir que la ligne directrice de l'action d'Europol, c'est le soutien des investigations de nos États membres. Ça veut dire que pour qu'on aille en Asie et par exemple en Birmanie, il faut qu'on ait deux États membres qui aient une enquête sur, je sais pas, du blanchiment d'argent qui proviendrait de cette zone-là, etc. Et à ce moment-là, on va s'y intéresser de plus près. Mais on fonctionne un peu au dossier, nous, vraiment avec une focale opérationnelle. Donc, et puis, on n'a pas la ressource non plus de couvrir le monde entier, malheureusement. Donc, on se concentre sur là où sont les intérêts des enquêteurs, de nos enquêteurs et des enquêteurs des États membres. Donc sur la Birmanie, je n'ai pas beaucoup d'informations. Sur la Chine et Hong Kong, là aussi, il y a des actions qui sont entreprises au niveau européen. Je pense que là aussi, l'initiative sur le blanchiment d'argent, enfin l'autorité anti-blanchiment qui va être montée d'ailleurs, dont je crois que notre pays est candidat pour en accueillir le siège, cette autorité anti-blanchiment. Je crois que c'est dans ce genre d'autorité et par la relation de ces secteurs-là que doivent se faire la surveillance sur ces pays-là. Nous, encore une fois, on sait qu'il y a des réseaux de blanchiment chinois et on essaye de travailler dessus, d'ailleurs en coopération avec d'autres pays. Mais je dirais, on n'a pas d'informations particulières sur les flux financiers qui arrivent de Chine et de Hong Kong et qui peuvent être réinvestis, sauf enquête particulière.
Et puis votre dernière question évoquait les compensations. Vous avez totalement raison. Les compensations ne se font pas seulement en argent. On a vu des échanges de produits, hein, c'est-à-dire cocaïne contre cannabis, cocaïne contre drogue synthétique, cocaïne contre armes ou armes contre cocaïne. Vous avez totalement raison, je ne l'avais pas évoqué, mais c'est évidemment quelque chose qu'on surveille de près, en particulier quand ces échanges se font avec, par exemple, des armes. Dans certaines zones, c'est évidemment crucial, mais aussi avec d'autres produits. Et vous avez raison, la compensation, elle n'est pas uniquement en argent, elle peut être en service et elle peut être également en fourniture d'autres, je dirais, produits qui peuvent être trafiqués.